Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'Entre de la lecture. Je suis Sean Parsons et aujourd'hui nous allons parler de Ship of Magic par Robin Hobb et Agents of Chaos 2, le cinquième livre de la série de New Jedi Order par James Luceno. C'est parti! Je pourrais pas dire que ce fut un beau moment que j'ai passé avec ce livre. Ship of Magic par Robin Hobb fait partie d'une très longue série par l'autrice qui fait également partie de la série The Assassin's Apprentice. Sauf que là on est dans une autre région du monde de Robin Hobb avec des bateaux, des pirates. Donc j'avais beaucoup d'attentes sur Robin Hobb étant donné que sur TikTok les lecteurs semblent unanimes quant à la qualité de The Assassin's Apprentice et de ses suites. Et moi avant même d'acheter Assassin's Apprentice pour découvrir l'univers complet de l'autrice, j'ai voulu découvrir ce monde-ci dans The Ship of Magic parce que je voulais une histoire de fantasy avec des pirates. Il ne semble pas en avoir énormément et c'est ainsi que je me suis lancé dans cette aventure. Mais Ship of Magic, il y a 830 pages. Je lis relativement vite. Un petit livre de 350 pages, je peux lire ça en 2-3 jours, voire une semaine. Mais un livre qui dépasse les 500 pages, habituellement, je peux prendre 2 semaines. Celui-ci, après presque un mois, j'étais rendu à la moitié, soit environ 430 pages, et je n'ai pas réussi à le terminer. À chaque jour, je me disais, ah non, 10 pages, sachant que 10 pages me prenaient une demi-heure à lire. C'est en anglais, c'est un gros livre, c'est très peu espacé et c'est encore plus compliqué à lire selon moi que The Lord of the Rings. Donc même si je ne l'ai pas terminé, sachez que mon avis ne peut pas être pris en compte à 100%. Toute la partie qui est consacrée à The Ship of Magic va être concentrée sur la moitié du livre, étant donné que je n'ai pas achevé la lecture. Pour la note, c'est un C-, parce que ça reste bien écrit, le monde est très bien construit, les personnages sont intéressants, mais c'était beaucoup trop long. Pour l'histoire, le navire Vivacia est légué au gendre du capitaine Ephron suite à la mort de ce dernier. Althea Vestrid, la fille du capitaine Ephron, clame qu'il s'agit de son héritage étant donné que le navire et elle partagent un lien intense. Le bateau est vivant, il s'agit d'un live ship. Durant ce temps, un pirate du nom de Kemet rassemble une armada afin de devenir le roi des pirates. Pour ce qui est des côtés positifs, on va dire que l'ambiance générale est vraiment posée. On est dans une ambiance vraiment légère lorsqu'on est du côté d'Althea, la fille de Ephron. Le fait de suivre des marins, des pirates, ça veut pour moi quelque chose de nouveau que j'attendais. J'aimais passer du temps aux côtés de ces personnages et découvrir un mode de vie qui m'était totalement différent. Et même si les personnages sont intrigants, je les aimais quand même bien parce qu'ils étaient assez profonds, ils avaient toute une personnalité propre à chacun. Il y en a deux d'entre eux qui chicanent constamment à chaque fois qu'ils se voient. Comme je l'ai dit, il y a le capitaine qui s'appelait Ephron, sa fille Althea. L'autre fille, cette fille est mariée à un homme qui est marin également, qui a hérité du bateau suite à la mort du capitaine. Et Althea et cet homme qui s'appelle Kyle se disputent constamment. Donc l'ambiance, à chaque fois que ces deux personnages-là partagent une pièce, c'est lourd, c'est long, c'est épuisant et surtout redondant puisque les disputes tournent toujours autour de la même chose. C'est-à-dire, le bateau m'appartient, non il t'appartient pas, de toute façon t'es une enfant gâtée, moi je suis capable, toi tu l'es pas. C'est juste une bataille d'ego entre deux personnages pendant très longtemps. C'est pas juste une page, c'est plusieurs dizaines de pages de ces deux personnages-là qui s'engueulent. Une fois, c'est correct, on comprend. Après 3-4 fois, ça devient long, surtout sur un livre de 830 pages. Par contre, le concept de live ship, un live ship, est un bateau. Voilà. Le live ship est un bateau. Merci à tous. Un live ship, c'est un bateau qui possède une certaine âme. À la proue, souvent, dans les bateaux, on voit des figures, des silhouettes, genre des sirènes, des guerriers, qui servent à décorer, à intimider. Eh bien, dans ce livre, dans cet univers, ces proues-là sont vivantes. Ces proues sont dormantes durant la majorité du temps, sauf quand, à la 3e génération du capitaine qui gouverne ce bateau, j'ai pas tout
tout compris. Quand ce troisième capitaine-là meurt, ça fait réveiller l'esprit du bateau. C'est ce que j'ai compris. Et je trouvais justement que ce concept était quand même intéressant, puisque ces bateaux, ces live ships, sont beaucoup plus puissants, sont plus rapides, peuvent contrôler leur mât d'eux-mêmes, guider le bateau, parcourir les eaux plus vite que des bateaux normaux. Donc en tant que tel, c'est un très bon concept. On suit plusieurs personnages, dont Wintrow, qui est un moine de 13 ans, qui est le fils de Kyle, et qui doit malheureusement aller sur le live ship, le Vivacia, sous les ordres de son père. Et il y a un autre personnage qui s'appelle Kenneth, le pirate dont je vous ai parlé, qui possède une certaine amulette de chance qui lui parle dans les moments opportuns. Ses ambitions de gouverner le peuple des pirates est quand même vraiment intéressante. Ce capitaine a une entente avec un des membres de son équipage, son bras droit, que lui, il veut capturer des live ships, ce qui est pas évident. Donc pour chaque live ship qu'ils vont essayer de capturer, et qu'ils n'y arriveront probablement pas, étant donné qu'un live ship c'est beaucoup plus puissant, ils vont capturer des esclavagistes, étant donné que son bras droit était un ancien esclave. Donc souvent, ils vont se retrouver à capturer des bateaux remplis d'esclaves qui vont retourner à la terre. Par contre, il s'y attendait pas. Cette action va lui donner une très grande réputation. Là, il sent parmi les rangs de la population qui s'allie aux pirates. Même s'il agit en paix avec sa famille et la famille d'Althea, Kyle est tout de même un père attentionné et aimant envers sa fille. C'en est même touchant lorsque celle-ci veut aller à un bal dansant et que sa mère s'y objecte absolument. Clairement qu'elle est beaucoup trop jeune, Kyle se veut très compréhensif envers les désirs de sa fille et l'autorise à participer au bal. C'était un moment simple, mais touchant, qui donnait une profondeur, qui donnait pas juste des côtés négatifs à ce personnage-là, mais ça reste une personne vraiment désagréable à suivre. Et disons que j'ai pas beaucoup de points négatifs à part. C'est si long. C'est si long. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas abandonné une lecture. D'habitude, je n'aime pas ranger mon livre dans ma bibliothèque tant que je ne l'ai pas terminé, mais celui-là, je ne pouvais tout simplement plus continuer. C'était lourd. Après 426 pages, l'histoire ne semblait même pas encore décoller. Évidemment, on parle des ambitions de Kenneth, mais après 426 pages, c'est plus gros que certains livres. Ça prend juste beaucoup trop de temps avant de commencer. Ce qui est d'habitude après autant de temps investi, l'histoire aurait dû débuter, il y aurait eu beaucoup de péripéties même, là où il y en avait très peu. On construit un univers, parle de la vie de certains personnages, de plusieurs personnages secondaires, c'est bien correct, c'était trop long pour moi. Agents of Chaos 2 Star Wars Jedi Eclipse est le 5e livre de la grosse série de New Jedi Order qui fait partie de l'univers Legends de Star Wars au niveau des livres. On peut dire que c'est le fil rouge de mon émission puisqu'on va suivre toute la série ensemble et ainsi que ses longues suites en espérant que vous allez apprécier. Résumons depuis le départ. La galaxie est envahie par les Yuuzhan Vong qui viennent de l'Unknown Region de Star Wars qui est dans une autre section de la galaxie. Ils sont terribles, ils détestent la technologie, plusieurs planètes ont déjà été dévastées. Et dans le dernier tome, Han Solo est dans une mission afin de combattre des anciens alliés en compagnie d'un mentor, l'aidant à accepter le fait qu'un de ses amis est mort dans le premier tome. Sauf qu'à la fin du dernier tome, son mentor est emporté. Il va devoir parcourir l'univers avec un Rin, une créature qui ressemble un peu à un rat, mais qui est géant, sympathique, un peu drôle, utile quand même. Tous deux se sauvent mutuellement la vie. Et donc il se lance à la recherche de son ancien mentor qui est jamais mentionné dans les films ni dans d'autres livres avant, donc c'était moyen intéressant. Je lui avais donné la note de E+, étant donné que j'avais pas vraiment aimé. Et après d'innombrables livres de fantasy, de The Ship of Magic, Hunger of the Gods et les The Lord of the Rings, ça me faisait vraiment plaisir de retourner dans l'histoire de Star Wars New Jedi Order. Et même si c'était pas du tout un coup de cœur le dernier livre, il s'agit quand même de un de mes auteurs préférés de Star Wars, si c'est pas mon préféré, qu'il avait quand même écrit Dark Plagueis et Labyrinth of Evil, qui était vraiment une bonne lecture. Si vous aimez Star Wars, je vous recommande ces deux titres. Surtout Dark Plagueis. Donc je sais pas si c'est juste le fait de retrouver cette série qui m'a rendu plus soft envers mon appréciation, mais je lui ai donné un B-.
même s'il est quand même similaire au dernier. Je sais pas, je pense que le contexte m'a eu par surprise. Pour l'histoire, Anne est à la recherche de son ancien mentor capturé par les Yuuzhan Vong et est en quête de trouver la famille de Droma qui est dispersée dans la galaxie. Leia est encore à la recherche de support parmi les systèmes alliés, tandis qu'elle aide des réfugiés à s'établir dans des zones moins sinistrées. Jacen et Anakin Solo, les enfants de Leia et Han, sont envoyés à Centerpoint Station en prévision d'une attaque des Yuuzhan Vong sur Corellia, la planète où est né Han Solo. Ce que j'ai beaucoup aimé avec ce livre, c'est que en partant, le début te place directement dans l'action. Une planète est attaquée par les Yuuzhan Vong et Leia est déjà présente sur le champ de bataille. Elle évacue la population et on craint vraiment pour ces gens. C'est déjà 100 fois mieux que le dernier livre et on parle des 5-10 premières pages. On sent vraiment le poids de cette nouvelle guerre, de cette menace sur la Nouvelle République qui est déjà fragile au niveau politique. Et avec cette menace qui est totalement terrible, on sent que la Nouvelle République est sur le point de s'effondrer de l'intérieur. À un moment donné, il y a un personnage très récurrent des anciens livres qui revient. Il s'agit de Talon Card, un smuggler qui est apparu pour la première fois dans Heir of the Empire, qui était le dirigeant d'un groupe de smugglers et qui était le mentor en quelque sorte de Mara Jade. Il était reconnu pour être mesquin, sournois, et lorsque la Nouvelle République et les vestiges de l'Empire ont fait la paix, il s'agissait d'une liaison entre les deux camps afin de faire perdurer la paix. Et là, il revient dans ce tome après 5 livres d'absence. C'était vraiment un des personnages que j'adorais dans les autres livres et que j'étais très content de retrouver dans cette série. Il n'est pas très présent, mais chacune de ses apparitions sont pertinentes dans ce livre. Et après 5 livres, on parle de l'implication des Hutt, ces grosses larves dégueulasses comme Jabba, maître du crime et des cartels et de la distribution d'épices dans la galaxie. Ils s'investissent enfin dans la guerre. Du côté des Yuuzhan Vong, ils s'allient avec eux en échange d'informations. Simplement, ils leur demandent: est-ce que vous allez attaquer telle planète? Oui, parfait, on va juste déplacer nos missions concernant les épices et plusieurs autres transactions illégales. Donc je trouvais ça quand même intéressant que ce camp, qui était plutôt absent des autres livres, rejoint enfin le conflit. Il y a également plus d'implications concernant le Jedi Kyp Durron, qui est apparu pour la première fois dans Jedi Academy, qui est une autre série de livres. Et c'est un Jedi beaucoup moins calme, beaucoup moins posé, mais qui a un grand sens de justice et qui mène une mission afin de sauver un Jedi qui est capturé par les Yuuzhan Vong. Donc ça, c'était le fun de participer justement à des missions comme dans les prequels, dans l'épisode 1, 2, 3, qui avait justement des missions de Jedi avec un Padawan, même si le terme n'est pas encore mentionné. Il y a un moment, justement, comme je vous racontais dans l'histoire, Anakin et Jacen Solo sont envoyés à Centerpoint Station, qui est juste au-dessus de Corellia. Centerpoint Station, en fait, c'était une base, comme un autre super weapon qui a été créé dans l'univers Legends. Un super weapon comme la Death Star. Mais dans les livres Legends, il y en a tellement de super weapons que ça rend la Death Star beaucoup moins intéressante. Plus un cliché gimmick qu'une véritable menace. Et Centerpoint est encore plus gros que la Death Star. Elle utilise un certain champ de force pour emprisonner toute la population dans la planète, ne pouvant s'enfuir. Elle envoie des décharges supersoniques au travers la galaxie, détruisant des étoiles et des flottes complètes. C'est une arme absolument incroyable que Anakin Solo aurait arrêté durant la trilogie de Corellia. Et juste de lire les passages sur Centerpoint me donnait vraiment envie de lire cette trilogie. Ça parlait du conflit où Corellia voulait se dissocier totalement de New Republic et qu'il y a eu une guerre civile. Donc la station en tant que telle, j'aimais beaucoup le concept. Et même si en tant que tel, j'ai bien apprécié ma lecture, ça reste un bon B-. Une chose que j'ai moins aimé, c'est que l'histoire commence à être répétitive. C'est beaucoup, une planète se fait envahir, on essaie de sauver le plus possible de réfugiés, la République est pas contente, son suprême commandant, Feyla, qui est un Bothan, qui a un caractère vraiment désagréable, on va être très sympathique, qui est présent depuis très très longtemps, trop longtemps selon moi, que je comprends vraiment pas pourquoi personne ne juste pas destitué, qui concentre toute son énergie à protéger sa planète d'origine qui est Botawi, alors qu'elle n'est pas du tout en danger. Mais c'est répétitif parce que justement, une planète se fait attaquer, des réfugiés sont envoyés dans d'autres planètes, la République tient des conseils et s'engueule, les Yuuzhan Vong attaquent, et à la fin on finit par une bataille spatiale. L'histoire de ces livres, c'est très très souvent la même chose. Et parlant de répétition, les quêtes de Leia, c'est toujours pareil.
Elle parle à des conseils alliés afin de regrouper le plus possible de personnes à sa cause, avec des discours, avec le fait qu'on est la République, on devrait serrer les coudes contre les menaces. La menace est plus imposante qu'on le pensait, mais c'est comme ça depuis le tome 1 de la série. Il y a même eu un passage où quelqu'un l'a insulté et un de ses alliés sur la planète qu'elle a visité, qui était supposé la marier étant donné que c'est un prince, elle c'est une princesse. 2 titres importants donc, ça aurait fait un beau petit couple, ça aurait fait des rois et reines, mais ça reste quand même un mariage politique, c'est pas vraiment de l'amour. Et bien ce prince lance un défi à la personne qui a insulté Leia dans un duel même pas à mort. Pourquoi quand je dis ça on dirait que je voulais que ça soit à mort? Et les deux s'affrontent dans une arène. Si la personne qui a insulté Leia perd, elle doit s'affilier avec la Nouvelle République donnant un vote de plus afin d'envoyer des troupes. Sinon, ça sera juste pas le cas et la Nouvelle République aura beaucoup moins de soutien, voire pas du tout. Et même si c'est important dans l'histoire, j'ai trouvé que c'était vraiment juste un détour, un filler à l'histoire. Même si le livre en tant que tel fait beaucoup moins filler que le dernier. Parce que même si le dernier s'était beaucoup concentré sur Han Solo et sa quête de retrouver son mentor que personne connaît, là on se concentre beaucoup sur les Yuuzhan Vong, la guerre et tout. Donc ça c'était vraiment plus intéressant que le dernier livre. On va pas se mentir. Et transition parfaite, la quête d'Han Solo est toujours aussi plate. Retrouver les Rin, la famille de Droma, son ancien mentor, j'en avais rien à foutre. Pour être bien gentil. Il n'y a même pas de retrouvailles touchantes. Non, c'était juste... en passant, il a été libéré. D'accord. Il n'y a même pas de retrouvailles, c'est comme... C'est balayé. Même l'auteur, je pense, qui a réalisé que c'était même pas une histoire très intéressante, donc il s'en est juste débarrassé vers la fin. Il retrouve la famille du Rin, Droma. Tant mieux, mais c'était vraiment pas la partie la plus intéressante de cette série. Et pour terminer, le livre essaie de faire beaucoup trop de choses en si peu de pages. Il y a les points de vue de Han Solo, de Leia, des Jedi, des Yuuzhan Vong, de politiciens, de certains pilotes qu'on ne connaît même pas. En 350 pages, il aurait pu couper quelques passages, quelques personnages, mais au final, j'ai très hâte de découvrir l'autre livre qui est Balance Point, qui paraît qui est très très bon, mais ça sera pour une prochaine fois, puisqu'en ce moment, je suis en train de lire Tress of the Emerald Sea par Brandon Sanderson, que je vais vous parler bientôt dans une future vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois pour parler de Tress of the Emerald Sea par Brandon Sanderson et plusieurs autres livres qui me fera plaisir de vous partager. Suivez-moi sur Facebook, sur TikTok, suivez-moi sur YouTube. Mettez un petit commentaire si vous avez aimé. Quelles sont vos lectures du mois? Quelle est la lecture qui vous a le plus marqué? N'hésitez pas à m'en faire part. À la prochaine.